Bonjour à toutes et à tous. J'ai la charge donc, de continuer cette journée qui a commencé avec Strindberg. Ensuite, nous avons vu les peintres du dimanche, ainsi que les autres souhaits, donc les choses japonaises. Alors, je dois dire que mon sujet va surtout porter sur quelque chose qui, d'une certaine manière, correspond à ce que Hans Belting appelait l'art avant la période de l'art. C'est-à-dire, au fond, ce que nous allons voir maintenant, c'est plutôt des objets qui sont encore, qui ont une fonction justement, qui est une fonction religieuse, et ce que justement Hans Belting appelait l'image cultuelle. Et vous verrez dans cette statuaire que je vais vous présenter maintenant, en fait, elle est très peu étudiée, même si, comme vous allez le voir, elle commence à être collectionnée. Ce qui déjà, on passe déjà du stade, si vous voulez, de l'art populaire à un art qui va peut-être devenir autre chose que populaire. Mais pour l'instant, on est un peu à la croisée des chemins entre, si vous voulez, la reconnaissance, les études qui sont portées sur cette statuaire, et puis, d'une certaine manière, ce qu'elles peuvent devenir éventuellement dans la main d'autres artistes. Donc, cette statuaire domestique en Chine, qui, selon moi, donc, part d'une pratique savante bouddhique à une réappropriation populaire. Alors, je voudrais vous dire d'abord, mais ça, je suppose que tout le monde le sait, les statues en Asie, d'une manière générale, sont toujours vivantes. Parfois aussi en Occident. Comme vous le savez, il y a certaines statues, par exemple la statue de Marie, il lui arrive de pleurer. Celle de Christ, parfois, elle saigne, notamment en Italie. Pour qu'elle soit ainsi, donc pour qu'elle soit vivante, il faut les consacrer grâce à un rituel sophistiqué qui fait d'un morceau de bois ou d'une pierre ou d'une peinture la présentification d'une divinité. Il faut savoir que cette manière, ce procédé est hérité en fait de l'Inde bouddhique. Je dis bien présentification, il ne s'agit pas d'incarnation. Peut-être que nous reviendrons sur cette notion de présentification opposée à incarnation. En tout cas, donc, ces statues vivantes sont vivantes, mais aussi dotées d'un corps. Et en réalité, ou du moins d'après ce que nous avons à la fois donc, de ce corps un corps réel, un corps fabriqué. Donc je vais d'abord vous parler donc, de la momie statuifiée et de la statue avec un corps. Voici donc un exemple de ce que nous avons, ce que nous trouvons encore aujourd'hui, d'une statue donc, d'un patriarche, Roi II, qui est mort donc, en 781. Donc vous voyez cette image que vous avez ici là, donc la statue complète. Et il se trouve que si vous regardez d'un peu plus près, vous avez là un morceau de cuisse ou de jambe, en tout cas, enfin, qui est ici. Et vous voyez, on voit très nettement ici les os. Ce qui veut dire que derrière ces statues, en tout cas, il y a une momie. Comme vous le savez probablement, cette momification était un art entre guillemets, en tout cas une pratique extrêmement courante dans le bouddhisme, dès le début d'ailleurs, dès le début du 3e, 4e siècle en Chine, qui consistait en fait à faire une momie donc des grands patriarches et ensuite de la garder comme ça, comme objet de culte. Et il se trouve qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte quand même que ces momies, oui bien sûr, elles se conservent, etc., mais au bout d'un moment, elles sont quand même plus tressibles. Donc l'idée est venue, il me semble, de faire de ces momies des statues, c'est-à-dire que sur la momie elle-même, en fait, on ajoute donc, c'était soit des bandes de laque, soit du plâtre, soit des choses qui faisaient d'elle en fait une statue. C'est-à-dire on recouvrait d'une certaine manière la momie. Je vais vous donner un autre exemple qui est assez intéressant aussi. Voici la statue du patriarche Zhang Kong, qui est mort donc aux alentours du XIe siècle. Donc voici tout à fait une statue typique de bouddhique. Donc on suppose que cette statue je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé avec cette statue, mais il faut savoir que cette statue donc, est arrivée en Hollande, au Drents Museum, et puis au moment de la manipulation de cette statue, curieusement, bizarrement, un os est tombé de cette statue. Donc on a passé la statue au scanner, l'IRM comme vous voudrez, et voici ce qu'on a trouvé derrière la statue. Donc il y avait le squelette du patriarche sous la statue. Autrement dit, vous voyez que nous sommes là bien dans le cas d'une momie statuifiée d'une certaine manière. Et pour la petite histoire, mais celle-ci est une histoire maintenant qui devient une histoire juridique, voici la statue telle que se trouvait en 1989 au lieu original, c'est-à-dire dans le Fujian, dans le sud donc, de la Chine, telle qu'elle se présentait. Il faut savoir que cette statue a disparu en 1995 et qu'elle ressurgit maintenant donc, en Hollande.
Inutile de vous dire que les propriétaires de cette statue, en tout cas d'un temple qui se trouvait dans le Fujian, maintenant réclament son retour en Chine, mais pour l'instant, c'est l'objet donc d'un grand débat juridique entre les avocats chinois et les avocats donc hollandais et aussi hongrois, pour d'autres raisons. Mais voici donc une momie statifiée. Maintenant, je vais vous présenter d'autres statues qui sont aussi très intéressantes du point de vue de ce corps fabriqué. Vous avez ici une statue de Sakyamuni, donc très célèbre Sakyamuni, 985. Et elle se trouve actuellement donc, dans le monastère de Shiryuji à Kyoto, mais elle a été fabriquée en Chine. Alors, dans ces statues, donc, vous savez que probablement, lorsqu'on fait la consécration d'une statue, on a l'habitude de mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, vous avez des textes du commanditaire Chonan, qui était le pèlerin qui était venu en Chine pour chercher cette statue. Vous avez des listes des objets introduits dans la statue, donc on fait la liste de tout ce qu'on met très précisément. On a aussi des sutras, comme par exemple le frontispice du sutra du diamant. On a également des choses comme les estampes du mont des vautours. Vous savez, c'est l'endroit où le Bouddha a prêché. On trouve aussi dans ces statues des morceaux de verre, des reliquaires, et également donc, un miroir de bronze. Si vous voyez un petit peu, là, je ne sais pas si on voit bien, mais en tout cas, c'est l'image de Kuan Yin, donc la déesse de la miséricorde. Mais dans cette statue, on trouve aussi ceci. C'est effectivement donc les organes de tissu de la statue, extraits donc de cette statue, et vous reconnaissez plus ou moins, si j'ose dire, les différents organes ou viscères qui composent un corps. Donc vous avez par ordre donc la trachée artère, vous avez ici l'estomac, 3, donc vous avez ici les intestins, ensuite donc le cœur, les poumons, ici le foie, là les reins, hein, il y en a 2. Entre les reins, donc vous avez le numéro 8, la vésicule biliaire, et à la fin, donc on ne sait pas très bien, on n'est pas très sûr de ce que représentent ces deux choses-là, peut-être que vous aurez des idées. Donc en tout cas, vous avez ici peut-être quelque chose qui est la vessie, et ici peut-être la rate, mais on n'est pas sûr. En tout cas, vous avez là ce que j'appelle moi un corps fabriqué, c'est-à-dire qu'au fond, on a mis à l'intérieur de cette statue de Sakyamuni, on a mis donc un corps, on lui a donné des organes et des viscères. De cette grande statuaire qui quand même fait, enfin, ce que nous venons de voir fait partie de la grande statuaire, c'est des grands monastères japonais ou chinois. Donc, nous passons maintenant à une statuaire un peu plus modeste, qu'on peut appeler la statuaire populaire. Et je voudrais vous présenter 2 types de statuaires, mais on arrivera tout doucement, on reviendra sur notre thème donc, de la représentation du corps. La statuaire donc, de la province du Fujian et la statuaire de la province du Hunan. Cette première statuaire a été connue, conservée, je dirais même, grâce à celui qu'on considère un peu comme le premier ethnologue occidental en Chine, c'est donc De Groot, qui à la fin du 19e siècle a recueilli à Xiamen un certain nombre d'objets populaires, d'objets religieux, et d'autres en particulier donc, des statues qu'il a fait faire donc, dans le sud de la Chine, dans le Fujian, à environ 250 pièces. Et ces pièces en fait, étaient envoyées à Émile Guimet, donc, à Paris, et à Madame Brill à Leiden. Je vous donne juste un exemple de cette statuaire qui est très colorée, comme ça paraît très kitsch, hein, on dirait que ça a été refait, mais en fait c'est comme ça. Je veux dire, bon, vous avez des couleurs très vives, mais avec aussi un art extrêmement consommé. Enfin, on ne voit peut-être pas très bien ici les détails, mais vous avez ici des appliques qui sont vraiment tout à fait formidables. Donc c'est un art tout de même populaire, si on peut dire, mais extrêmement sophistiqué dans sa réalisation, avec aussi maniement des couleurs extrêmement équilibrées d'une certaine manière, un socle avec du noir et du blanc, et puis donc toute cette finesse en tout cas dans la gravure elle-même. Si nous passons à un autre type de statuaire que je voudrais vous présenter maintenant, c'est celle du Hunan. Hunan, nous sommes toujours un peu dans le sud de la Chine. Hein. Il se trouve que nous avons de cette statuaire de Hunan plusieurs collections. Je vous parlais tout à l'heure du fait que, au fond, ces objets populaires, ces images cultuelles, à un moment donné, elles transitent d'une certaine manière par la collection avant d'être finalement connues, reconnues et éventuellement objet d'étude. Des collections privées donc, et publiques, nous avons 3 collections, donc 2 privées et 1 publique.
qui représente en gros à peu près 3000 pièces, à peu près, et d'autres collections donc, dans le Milwaukee, aux USA, et une autre aussi à Taïwan qui est en cours de catalogage. Alors, je voudrais vous montrer juste, pour vous donner une idée de ces statuettes donc, du Hunan. Voici par exemple, ici, vous avez des statuettes telles que j'ai pu les voir dans la réserve du musée du Hunan, donc à Changsha, dans le sud de la Chine. En fait, vous voyez qu'elles étaient toutes dans des caisses comme ça, parce qu'elles ont été saisies par la douane chinoise en 1983 et donc données au musée. Parce que la douane, en fait, ne savait pas trop quoi en faire. Et donc, ils ont donné ça au musée. Et quand je suis arrivé donc, en 2003 ou 2004, eh ben, elles étaient toujours dans leur caisse. Et par la suite, comme nous avons eu un accord de coopération avec le musée, nous avons commencé un catalogage. Et donc, on a commencé à ouvrir ces caisses pour voir ce qu'il y avait dans ces caisses. Et effectivement, à étaler, si vous voulez, toutes ces statues de façon à pouvoir travailler sur ces statuettes. Une autre collection, celle de Yan Xinyuan, donc qui est un Chinois, donc qui habite à Changsha, dans le Hunan aussi. Voilà, donc lui, comment la manière dont il disposait ses statuettes. Vous voyez qu'apparemment, il n'a pas oublié de leur laisser la télévision ici, mais c'est assez impressionnant. Donc, il avait tout un système pour ouvrir et fermer. Alors, quand il regardait la télévision, donc, il fermait le battant, si vous voulez. Donc, et puis, quand il voulait montrer ses statuettes, il ouvrait le battant et donc il montrait comme ça, ça donnait accès à toutes ces statuettes. Alors, qu'ont-elles donc de si remarquables, ces statuettes? Ben, pas grand-chose, sauf que dans leur intérieur, elles aussi, elles présentent des choses. Voici un exemple d'une statuette, donc, je ne me souviens plus de quelle date, mais en tout cas celle du 19e siècle. Vous voyez que toutes ces statuettes ont très souvent une cache dans le dos qui est creusée et dans laquelle on insère des choses. Dans cette statuette en particulier, il y avait des talismans, un certificat de consécration, j'y reviendrai, des talismans aussi, et puis aussi une sorte de ce qu'on appelle des paquets de médecine ou des plantes médicinales ou de la materia medica. Tout cela donc était dans cette petite cache de cette statuette. Si nous arrêtons un peu plus en détail sur ce qu'on trouve, on a par exemple pour les materia medica, voici un autre exemple. Et vous pouvez reconnaître, si vous êtes un peu, vous y connaissez un peu en termes de plantes, vous avez de plantes et d'animaux, si j'ose dire. Vous avez ici, donc, je crois qu'on a quelque part une hippocampe. Moi, je vois pas très, voilà, une hippocampe ici. Vous avez plusieurs graines. Vous avez aussi, alors, vous devez avoir aussi une pâte d'insectes. Ici, donc, du papier monnaie, etc. Donc, alors, du bois qui est très souvent donc, du bois d'encens que vous avez là. Et vous avez aussi du mica aussi. Ici, etc. Donc un certain nombre de ce qu'on appelle la materia medica. Il se trouve que pourquoi mettons cette materia medica dans le corps même de cette statue? Il y a deux interprétations que je trouve que j'aime beaucoup, surtout la première. Les sculpteurs locaux, quand vous leur demandez mais pourquoi vous mettez une materia medica, voilà, c'est pas la peine. C'est une statue, même si elle a un corps, effectivement, c'est une statue. Non. En fait, les sculpteurs locaux disent toujours oui, mais parce qu'en fait, quand on a fait la statue, nous avons creusé la statue, donc nous avons blessé la statue. Et donc, il faut mettre cette materia medica à l'intérieur du corps même de la statue pour guérir cette blessure. La deuxième interprétation, qui est un peu plus savante, mais qui est aussi racontée par les sculpteurs locaux, c'est de dire qu'au fond, cette materia medica, ces matières médicales, représentent en réalité les viscères et les organes du corps de la statue. Donc nous voici revenus au corps fabriqué par le biais justement de cette materia medica. Alors en poursuivant un peu plus loin, si nous entrons encore plus dans le détail de ce qu'on trouve dans ces statues, vous avez ici donc un certificat de consécration. Bon, ne vous inquiétez pas sur le terme, c'est moi qui l'ai choisi, peut-être à tort, mais enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'appelle ces choses-là, puisque en fait, c'est effectivement quelque chose, un écrit qui est rédigé dans lequel on donne toutes les circonstances de la statue, qui l'a commandité, à quelle date, etc., etc. Nous allons voir tout de suite le détail. Là, par exemple, vous avez une statuette de M. Rekongfale, donc qui est de 1840, et elle contenait donc
morceau de papier, donc d'une, je crois, quarantaine de centimètres, et qui, donc, j'appelle certificat de consécration. Ce certificat de consécration comporte, donc, dans une première partie, son l'adresse très précise. L'adresse va jusqu'au village, ou même au hameau, et parfois même au quartier près. Donc on peut, grâce à ces adresses, retrouver encore aujourd'hui le lieu. Vous avez le nom des donateurs. Alors, très intéressant ce nom des donateurs. Par exemple, dans ce cas-ci, vous avez un monsieur Re, donc il s'agit visiblement du père. Vous avez aussi le nom de sa femme, une certaine Wang. Vous avez ses 3 fils, et ainsi que sa petite fille. Donc, ces 3 donateurs ou commanditaires ont commandé, enfin en tout cas ont demandé à ce que la statue donc, du père soit faite, que vous avez ici. Et pourquoi a-t-on fait cette statue? Parce qu'en réalité, la petite fille était malade, et donc on a demandé à un sculpteur de faire cette statue et de la dédier donc au père défunt, probablement pour que le père défunt intervienne pour sauver cette petite fille. Le dernier, un des éléments aussi très importants, évidemment, dans ce certificat de consécration, c'est l'identité de la statue. C'est-à-dire qu'on sait précisément de qui il s'agit. Quand je vous dis que c'est le père, c'est parce que c'est écrit en toutes lettres, si j'ose dire, Xu Fuqing, donc c'est bien, on s'adresse bien, donc c'est bien une statue qui représente le père de ce monsieur Re en question. Autre détail donc, de ces certificats de consécration, la date. C'est-à-dire que nous avons là aussi une date très précise. Ici, je me souviens bien, c'est 1840, donc vous l'avez ici. Et vous avez aussi le nom du sculpteur. Alors, tout à l'heure, nous parlions de cette question de qu'est-ce qui est Minkei, donc qu'est-ce qui est populaire. Eh bien ici, c'est populaire, mais évidemment, on connaît le sculpteur, mais en réalité, on ne le connaît pas, puisque, comme vous l'avez compris, ces choses-là sont insérées dans la statuette, et normalement, on ne peut pas les voir. Elles sont donc cachées et dérobées au regard. Et là, à nouveau, vous avez le nom du sculpteur 2 fois. Donc, vous comprenez qu'à partir de tous ces éléments, qui sont le nom de la statuette, de ceux qui l'ont commandité, le nom des sculpteurs, l'adresse précise où la statuette était installée, la raison du culte, tout à l'heure on l'a vu pour une raison de maladie, la date de consécration et généralement une série de talismans destinés à protéger les commanditaires, on peut à partir de là faire quelque chose, ou essayer de faire en tout cas un catalogage qui nous permette de comprendre ou de donner des détails et analyser cette statuaire donc d'un point de vue, je dirais, des sciences sociales. Donc nous avons procédé ainsi donc, depuis les années 2002 grâce donc, à un programme donc, mené sous l'égide de l'École française d'Extrême-Orient à laquelle j'appartiens, avec donc d'autres chercheurs de l'École française d'Extrême-Orient, dont Michela Bussotti, mais aussi des chercheurs donc, américains, chinois et français d'ailleurs. Et ce programme donc, a donné lieu à un catalogage informatique des collections de statuettes que je vous ai montré tout à l'heure, les 3 collections en question. Alors, à partir de ce travail un peu pénible, en tout cas long, bon, voilà, on peut en tout cas tirer quelques conclusions, par exemple de savoir d'où viennent ces statuettes. Hein. Voilà, donc par exemple, on peut très précisément savoir comment elles sont distribuées géographiquement dans la région du Hunan. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais vous voyez qu'en gros, c'est cette région-là, cette région du Hunan. Très intéressant de constater que c'est une région particulière du centre de Hunan. C'est-à-dire que, curieusement, on ne trouve que très peu ce genre de statuettes ailleurs que dans cette région-là, dans le Hunan, et aussi ailleurs, en dehors du Hunan, de la région, de la province du Hunan. Sauf peut-être quelques-unes dans le Guangxi, donc le Guangxi étant plutôt vers le sud, et le Jiangxi, ici, donc sur le côté donc, est du Hunan. Mais vraiment, la majeure partie de ces statuettes viennent de ce centre du Hunan. Bon, on peut bien sûr aussi savoir leur répartition temporelle, c'est-à-dire sur combien de temps elles s'étalent, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut savoir sur leur production. La première, alors je vous en parlerai. Ah oui, d'accord. Je vais donc vous montrer ici rapidement donc ah oui, c'est ça. La plus ancienne, donc, si on regarde ces chronologies, date en gros de 1609 dans ces collections. Vous avez vu tout à l'heure que, quand vous avez vu les courbes, hein,
que le XVIIIe siècle, donc une augmentation très importante du nombre de statuettes, avec un pic vers la moitié du XIXe et au début du XXe. Donc vous avez en gros XXe, XIXe et début XXe, donc une production très importante. En tout cas, ce que nous avons retrouvé, en tout cas, un nombre très très important de statuettes de cette région. Et évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, c'est que cette production, tout de même religieuse, si j'ose dire, a décliné après 1949, et je suppose que vous savez tous pourquoi. Mais néanmoins, ce qui nous a révélé aussi un peu cette statuaire, c'est que très souvent on pense qu'effectivement, dès après 1949, le Parti communiste a supprimé toutes les activités religieuses. Il a même parfois rendu à la vie laïque, si j'ose dire, tous les moines et tous les prêtres, que donc il aurait détruit au fond les temples aussi pendant la révolution culturelle. Eh bien en fait on se rend compte, grâce à ces statuaires, que justement on a continué, et notamment pendant la révolution culturelle, normalement le moment le plus violent de cette lutte anti-religion et anti-superstition, eh bien, en fait, on a retrouvé des statuettes qui avaient été faites à cette époque. Ce qui veut dire que, néanmoins, il y a eu une sorte de continuation, peut-être en secret, mais en tout cas, il y a eu une petite continuation. Et dès les années 1980, tout ce monde, si j'ose dire, vous savez que la période de libéralisation a retrouvé un peu sa manière d'être. Et on a vu à ce moment-là un certain nombre de sculpteurs qui ont recommencé à faire des statuettes au vu et au su de tous. Par exemple, je voulais vous présenter ici, donc, dans un atelier contemporain, donc c'est une photo de 2004 ou quelque chose comme ça, donc d'un sculpteur qui aujourd'hui réalise ces statuettes et qui sont effectivement l'objet de demandes très importantes, puisque au fur et à mesure que j'ai fait mes enquêtes de terrain donc dans le Hunan, j'ai vu éclore, au début il y avait 2 ateliers, maintenant il y en a 7. Bon, donc ce qui est quand même, ça veut dire que ça correspond à une demande, et les gens effectivement redemandent des statuettes qu'ils installent chez eux. Alors, ces statuettes donc, sont effectivement de taille relativement réduite, hein, une vingtaine, parfois quelques-unes 25-30 cm, et elles sont essentiellement domestiques, c'est-à-dire qu'elles ne correspondent pas à une statuaire communautaire qui proviendrait d'un temple ou d'un clan, par exemple, mais elles concernent toujours une famille au sens restreint du terme. Très souvent, on l'a vu tout à l'heure, ce qui est en jeu, les commanditaires, très souvent vous avez effectivement les parents, vous avez les enfants et les petits-enfants, donc vous avez en gros 3 ou 4 générations. Donc c'est la famille restreinte, c'est pas la famille clanique, c'est pas le clan, c'est la famille restreinte, donc la famille nucléaire. Je vous montrerai tout à l'heure le photo d'hôtel donc domestique. Parmi ces statuettes, on peut faire des distinctions un peu arbitraires, mais que j'assume entièrement, celle de diviser au fond les différents types de divinités présentes par divinité nationale, divinité locale, ancêtre et maître. Alors, je voudrais tout de même, avant de poursuivre donner plus d'explications sur cette classification, je voudrais vous montrer par exemple ici un hôtel qui a été pris donc en 2003 ou 2004, je ne me souviens plus. Et vous avez par exemple, ça c'est M. Lichot Pao, donc dans le Anhoi, donc dans le Hunan. Et vous pouvez constater là qu'il y a donc des statues, des statuettes de divinités, comme ici le maréchal Yin, ici vous avez le maréchal Wang, et au milieu vous avez des parents, c'est-à-dire que vous avez le grand-père, l'arrière-grand-père, et vous avez aussi le maître de l'arrière-grand-père. Petit détail au passage, vous voyez qu'ici vous avez 2 photos donc, qui sont sur l'hôtel domestique. Vous avez 2 photos ici donc, qui en fait représentent le fils et la belle-fille du monsieur Li Chopin, qui sont morts pendant la Révolution culturelle. Et ici, vous avez une photo donc, du père de monsieur Li Chopin. Donc vous voyez ce mariage au fond entre technique moderne, si j'ose dire, technique photographique et technique ancienne, qui sont donc la représentation de ses ancêtres par une statuaire. Un autre hôtel aussi, qui est celui d'un sculpteur, donc pareil, de même région. Et là, pareil, on a ce mixte, ce mélange, cette combinaison entre
d'un côté des grandes divinités nationales qui sont connues de manière universelle en Chine, et puis en dessous, vous avez toute une série de divinités qui sont des parents, des grands-pères, des pères, des maîtres d'initiation, etc., etc., etc. Alors, bon, pour les divinités nationales, on va être, je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps encore, mais en tout cas, je vais essayer d'avancer un peu plus vite peut-être. Oui, ça va. Donc, je vais un peu faire un panorama assez rapide sur ces différents types de divinités ou de statuettes. Donc, les divinités nationales, donc, elles occupent un rang très important du point de vue statistique, puisqu'elles sont dans nos collections, elles représentent à peu près 20%. Voici un exemple donc, de divinité que j'appelle entre guillemets nationale, le dieu et la déesse du foyer, que vous avez ici, donc, qui est 1929. Là, je vous ai mis à côté donc, ce qu'on trouve à l'intérieur. Vous connaissez assez facilement la déesse du foyer et le dieu du foyer par le fait qu'ils ont les mains donc, dans leurs manches et qu'ils portent une tablette. Donc ça, c'est un peu caractéristique, ils se tiennent droit, et c'est caractéristique donc de monsieur et madame du foyer, si je veux dire. Vous avez par exemple un autre exemple, un autre style, mais tout à fait le même. Enfin, un élément iconographique commun, c'est celui donc d'avoir ses mains dans ses manches, avec normalement qui tiennent aussi une tablette. Donc là, une autre très très importante, en tout cas sa présence est très importante, c'est celui du roi de la médecine. Le roi de la médecine, vous pourrez, si un jour vous avez l'occasion de rencontrer ces statuettes, une manière très facile de le reconnaître par deux éléments. Il est en fait accompagné d'un dragon. On ne dirait pas, mais c'est un dragon. Et il tient d'ailleurs très souvent dans sa tête le dragon, hein, donc le dragon fait comme une arche, et un tigre. Alors, parfois, ça fait penser un peu à un chat ou à un chien, vous voyez, donc comme par exemple celui-ci. Mais en tout cas, c'est bien un tigre. Donc, le dieu de la médecine a toujours ces deux éléments, ces deux animaux fétiches, si j'ose dire, avec lui, donc facilement reconnaissable. Un autre exemple de dieu de la médecine qu'on trouve dans une autre collection, cette fois-ci, chez M. Unchud, donc spécialiste de la médecine chinoise. Vous voyez que là, par contre, c'est un travail extrêmement élaboré, très, très sophistiqué. Vous avez, ici, vous reconnaissez le tigre, bon, même si ça peut faire penser à un petit chien ou je ne sais pas quoi, mais enfin, en tout cas, c'est un tigre quand même. Et ici, vous avez une petite sculpture avec des donateurs, c'est assez étrange d'ailleurs, qui, en fait, ou des fidèles, si j'ose dire, qui rendent hommage ou qui vénèrent cette déesse qui est là au milieu, qui est en fait la déesse de la miséricorde Kuan Yin. Donc c'est un peu étonnant, mais enfin bon, c'est un peu. Et puis là, vous avez une chose un peu étonnante, je n'ai toujours pas compris de quoi il s'agit. J'ai souvent demandé à mes collègues chinois de m'expliquer, mais derrière la statue, il y a donc ces deux personnages dont un semble dormir. Alors je dois dire que ça doit faire référence probablement à une histoire du dieu de la médecine, mais bon, ça jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore trouvé. Autre personnage, divinité très importante, c'est Lupan. Lupan, le dieu des charpentiers. Lui aussi très présent. Lui aussi, il y a une manière très facile de le reconnaître. Il tient dans sa main un livre. Et effectivement, là, si on ne voit pas très bien, enfin, si on voit quand même un peu, on voit qu'effectivement, il tient dans sa main un livre ouvert. Et évidemment, comme c'est Lupan, c'est le livre, donc Lupan Ting, donc le livre de Lupan, qui est en fait, vous savez, un livre, une espèce de manuel de charpenterie très connu par les gens de l'art. Donc voilà comment on peut reconnaître ce Lupan avec ce livre ouvert dans la main. Une autre divinité très importante, surtout dans le Hunan, c'est la divinité donc, du pic du Sud. Vous savez qu'en Chine, les pics sont sacrés, les montagnes sont sacrées, il y en a 5, et donc, dont en particulier celle du Sud. Et celle du Sud, cette montagne sacrée, se trouve justement dans le Hunan. Donc vous avez ici donc, le dieu du pic du Sud, qu'on rencontre très souvent dans les maisons du Hunan et encore aujourd'hui. Autre aussi divinité qui me semble évidemment immanquable, si j'ose dire, c'est la déesse de la miséricorde, Kuan Yin. Là, vous voyez, là, on peut reconnaître aussi assez rapidement avec Kuan Yin, donc la déesse Avalokiteshvara, avec son perroquet et puis son vase, et avec son ombrelle au-dessus. Donc, statue assez fine, assez belle, celle-ci, donc de 1894. Autre type de Kuan Yin,
de représentation de cette déesse de la miséricorde, c'est celle qui apporte les enfants, donc qui est pourvoyeuse d'enfants, et vous savez, qui est priée très souvent par les messieurs, ou les dames d'ailleurs, plutôt par les dames, pour avoir des enfants. Et cette image, elle m'a toujours interrogé sur sa facture, c'est-à-dire sur ce qu'elle représente. Vous voyez que ce bébé, cet enfant, est en train de tirer les cheveux de Kuan Yin, de cette déesse qui apporte les enfants. Et ça m'a toujours... parfois, ça m'évoque certaines images que l'on retrouve de Marie à l'enfant, où on a cette image, j'en connais quelques-unes, où on voit comme ça que l'enfant, en fait, donc l'enfant Jésus, hein, joue avec les cheveux de Marie. Et je me suis demandé, à un moment donné, s'il n'y a pas eu une sorte de contamination missionnaire, puisque effectivement, dans le Hunan, il y a eu effectivement des missionnaires. Mais bon, c'est pas facile quand même à prouver. Autre divinité aussi, Kuan Yu, donc le dieu de la guerre et le protecteur des marchands. Donc il est toujours, lui, avec ses protèges tibias, si j'ose dire, mais aussi avec son plastron devant, hein, donc il est très souvent parfois décoré. 1889. Vous avez aussi, alors là par contre un peu omniprésent, hein, c'est quand même le dieu de la richesse, hein, qu'on trouve même encore aujourd'hui dans les restaurants chinois à Paris. Vous avez donc le dieu de la richesse. Cette version-là est c'est la version militaire, martiale du dieu de la richesse. Hein. Vous voyez que lui aussi, il est accompagné d'un tigre et qu'il a ce mouvement un peu on a l'impression qu'il est en mouvement, hein, qu'il est en train de faire exécuter une sorte de geste d'art martial. Là aussi, donc, avec ce qui contient à l'intérieur. Je vais passer un peu plus vite, donc, sur les divinités locales, ancêtres et les maîtres. Voici donc un exemple de divinité locale, Wu Yongtang. Donc, on a beaucoup d'informations sur ce personnage. Nous n'aurions jamais su ou connu ce personnage si nous n'avions pas eu cette statuette, puisqu'en réalité, il est mentionné nulle part ailleurs. Hein. Donc, c'est bien ce statut de divinité locale en tant qu'il règne sur un village, sur des villages, ou parfois sur un peu plus que des villages, mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui est vénéré, qui est objet de culte de manière locale. Alors, une autre divinité locale très très connue, par contre, qui elle dépasse les cadres de Hunan qu'on retrouve un peu partout, c'est Zhang Wulang, vous voyez, qui est toujours représenté tête bêche. Bon, je ne vais pas m'attarder sur l'histoire de Zhang Wulang parce qu'elle est assez intéressante, d'ailleurs très longue, mais très intéressante. Pourquoi on le retrouve comme ça, tête bêche? Bon, si nous avons le temps, tout à l'heure j'en parlerai. En tout cas, donc, il est représenté de cette manière-là, et il est considéré comme le dieu des chasseurs, donc dans Hunan, mais aussi comme le chef des 5 furies, et les 5 furies étant, si vous voulez, des sortes de démons chasseurs, des sortes de divinités qui sont démonifuges. Vous avez une autre statuette, donc ici, il s'agit donc d'un maître de rituel d'exorcisme, et qui là aussi est assez caractéristique par le fait qu'il tient dans sa main un bol, donc c'est un bol d'eau lustrale, et un bâton de commandement. Le bol d'eau lustrale, donc c'est pour purifier, hein, donc on souffle, vous savez, on prend de l'eau et après on asperge de l'eau pour purifier l'air, pour purifier l'endroit. Et un bâton de commandement que vous avez ici, et qui correspond, enfin, dont l'utilité est en fait, lorsque l'officiant appelle les divinités, il dit un tel, tu viens, hop, il tape comme ça, et donc la divinité doit venir. Hein. Donc c'est un bâton de commandement qui est d'une grande utilité pour que les divinités effectivement viennent et se rendent et se mettent au service de ce maître de rituel exorciste. Autre statuette aussi qui là aussi est assez étonnante, hein, en Chine, c'est la représentation des ancêtres. Et bien, la représentation des ancêtres, on a un certain nombre, le nombre le plus important, des statuettes des pères. Ensuite, on a aussi des statuettes pour les mères. Hein, donc, à noter cette représentation, si on veut faire des gender studies, hein, cette représentation des mères qui, comme vous le savez, en général, les femmes sont et très souvent oubliées, hein, dans la littérature chinoise, y compris dans les choses les plus littéraires, entre guillemets. Mais là, vous avez une présentation des mères assez importante, des grands ancêtres, hein, c'est même
même proportion, mais vous avez aussi des statuettes de grand-père, de grand-mère, d'oncle, de tante, de belle-mère, de beau-père et de frère aîné. Donc vous avez un éventail familial, si vous voulez, très large de cette représentation des statuettes. Vous avez là donc la représentation d'un père, donc dans une attitude au fond très classique, hein, mais vous voyez qu'il a cette toge un peu, vous savez, boutonnée à la chinoise, mais vous voyez que là, lui aussi, il a un bol d'eau lustrale, et là, probablement, il avait aussi un bâton de commandement, donc peut-être que sa fonction, en tout cas son métier de spécialiste religieux, c'était aussi d'être un maître de rituel d'exorcisme. Même chose ici pour... cette fois-ci, c'est la présentation du père, du beau-père. Bon. Là aussi, vous avez un bol et vous avez un bâton de commandement. Et là, on le voit par contre en mouvement. Hein. On a l'impression que, vous voyez, il est en train d'effectuer un mouvement d'art martien qui est un mouvement mouvement de défense et puis aussi de commandement. La représentation, par contre, là, d'une grand-mère, par contre, vous voyez, donc très stoïque, hein, de cette manière, très posée, hein, les mains dans les manches. Et vous voyez, on ne peut pas trop douter aussi de la représentation que ce soit une femme, parce que, en fait, on a des petits pieds. Normalement, pour les statues masculines, si j'ose dire, les pieds sont grands, mais ça, vous savez pourquoi. Ici, donc, un père et un maître d'initiation. Là, on glisse donc à la fois du fait qu'on fait des statues pour les pères, mais aussi pour les pères en tant qu'ils sont maîtres d'initiation, donc en 1885. Et là, je voulais vous présenter une dernière représentation de maîtres. Donc, ce sont des disciples qui font des statuettes pour leurs maîtres. Là, voici donc Kang Miaoling, donc vous voyez une statuette très élaborée, parmi les plus élaborées, en tout cas du point de vue de la couleur, du point de vue de la gravure. Finalement, bon, là, ma photo ne rend pas très justice à cette statuette, mais en tout cas, elle est finalement assez belle, hein, en tout cas très travaillée. Et cette statuette donc, a été commanditée par le disciple Yang Shaozhong, qui a étudié auprès de ce monsieur donc l'usage des talismans et des incantations. Et une autre statuette, ici, donc en 1946, très intéressante aussi, c'est un monsieur Peng Zhongwei, bon, un disciple qui a étudié le bouddhisme. Et donc, il a étudié le bouddhisme avec ce Zhou Mukui, avec ce monsieur, qui représente de cette manière-là. Et donc, c'est très intéressant, cette manière de représenter, c'est qu'à la fois, vous avez la combinaison ici donc, du bol, donc d'eau lustrale, et du bâton de commandement, donc des maîtres donc de rituels d'exorcisme, avec l'accoutrement du bouddhiste. Donc, vous avez le double identité, de certaine manière, de ce maître pour ce disciple. Voilà, donc je suis arrivé un peu au bout de ce que je voulais dire. Vous voyez que nous avons vu tout de même une sorte de fil tendu, d'une certaine manière, qui nous a mené donc de la momie statuifiée à la momie vivante dotée d'un corps. Et après, donc, dans notre parcours, nous avons vu combien finalement ce genre de choses dotées d'un corps, on les retrouve aussi à un niveau plus populaire, et notamment dans le Hunan. Mais à ce niveau populaire, si j'ose dire, c'est pas seulement une reprise, c'est pas seulement une sorte de mimésis, mais c'est au contraire une réinterprétation presque complète de la fonction de la statuette, puisque vous voyez bien que la statuette, l'objet, enfin, en tout cas, ce qu'elle devient comme objet de culte, ne s'arrête pas seulement à quelques grandes divinités, mais au contraire, elle couvre un spectre extrêmement large qui va effectivement des grandes divinités, mais aussi des divinités locales, mais aussi des ancêtres et aussi des maîtres. Donc, le spectre, en tout cas, de cette statuaire domestique est beaucoup plus large que celui donc, des statuaires ou de la statuaire des grands sanctuaires, des grands temples, etc. Donc voilà, c'est ce que je voulais un peu dire sur cette statuaire. Juste pour ajouter une chose, évidemment, ici, comme je disais au début, nous ne sommes pas encore passés au stade que nous avons pu observer avec Christophe ou sa collègue précédemment, au stade, si vous voulez, d'un mouvement qui serait ordonné autour de cette statuaire pour en faire, si vous voulez, une sorte de promotion de l'art populaire ou de l'art local. Nous sommes encore, si j'ose dire, à une phase intermédiaire. Voilà, merci pour votre attention.
Merci beaucoup, Alain. Je me permets juste de poser une question que certains d'entre vous peut-être aussi se posent, de savoir pourquoi cette région de Hunan en particulier. Est-ce que c'est parce que c'est un exemple de ta recherche, on a trouvé beaucoup, ou est-ce que c'est quelque chose qui est généralisé à d'autres régions? Enfin, si tu peux nous expliquer un petit peu cet aspect local. Non, il n'y a pas d'explication. Parce qu'en réalité, donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une caractéristique de ces statuaires donc, du Hunan. Des statuettes de ce genre-là, on en trouve partout, en Chine, surtout dans le sud d'ailleurs. Hein. Je vous ai montré la collection de Groth, elle vient du sud de la Chine, de Xiamen, donc c'est le Fujian, il n'y a pas de problème, on a bien une statuaire populaire. Mais la grande différence avec la statuaire qu'on retrouve dans le Hunan, c'est le fait qu'elle contient tous ces documents que je vous ai montrés et à partir desquels on peut faire des analyses. Très souvent, les autres statuettes ailleurs en Chine, lorsqu'on les consacre, donc qu'on leur met des choses à l'intérieur, il y a, notamment dans Fujian, du riz, des feuilles de thé, et c'est tout. Et donc, autrement dit, on n'a aucune information a posteriori des statuettes quand on va les ouvrir, puisqu'en réalité, il n'y a rien. Hein, c'est juste une sorte de remplissage symbolique. Donc, ça reste encore aujourd'hui un mystère. Pourquoi, dans le Hunan, on a eu cette habitude au fond de donner une sorte de carte d'identité, hein, une fiche d'état civil de la statuette, alors qu'ailleurs, finalement, pas du tout. En tout cas, c'est très rare, mais ce qui donne évidemment une ouverture sur la possibilité de connaître, au fond, les gens qui sont derrière. C'est-à-dire que là, effectivement, on a des noms de sculpteurs, on a des noms de donateurs, on a des dates, donc ce qui permet d'avoir des études plus poussées, en tout cas, et d'avoir au fond, la possibilité de dire, voilà, parce que de l'art populaire, le problème, c'est que très souvent, on n'a pas de nom, comme le mentionnait tout à l'heure Christophe, mais là, pour le coup, on a des noms et on a même des dates et on a des lieux. Voilà. Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question par rapport à ce à quoi se rattachent ces statuaires, cette statuaire d'un point de vue religieux. Est-ce qu'on est dans un syncrétisme total d'un bouddhisme, taoïsme, où on a une prédominance de divinités plutôt rattachées au bouddhisme à la base? Voilà. Alors, personnellement, je ne donne pas de nom à ces statuaires. Avec certains de mes collègues, d'ailleurs, je ne suis pas du tout d'accord sur l'interprétation. En tout cas, certains de mes collègues disent que c'est de la statuaire bouddhique. Oui, si on veut, à partir du moment où il y a la représentation de divinités bouddhiques, oui, c'est une statuaire bouddhique. Mais il n'y a pas que la statuaire bouddhique. D'autres disent, ah non, ça c'est taoïste. Bon, eh bien, oui, certainement, c'est taoïste, parce qu'effectivement, il y a des statuettes qui représentent des divinités taoïstes. Mais pas seulement. Vous avez vu que quand vous avez sur un autel, vous avez effectivement des divinités, mais vous avez aussi, si j'ose dire, papa, maman, la grand-mère, le grand-père, etc. Donc vous voyez que nous sommes dans un mode de fonctionnement que je dirais cultuel. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, ce dont je vais vous parler, c'est ce dont parlait Hans Belting en disant c'est l'art avant l'époque de l'art, avant la période de l'art. C'est-à-dire qu'on est encore au moment où l'art, entre guillemets, a une fonction, et une fonction rituelle et ici cultuelle. Donc, c'est extrêmement difficile de dire si c'est du courant des bouddhistes, des taoïstes, des confucéens. En réalité, chacun aménage son panthéon. Donc, il n'y a pas, pour moi en tout cas, il n'y a pas de définition particulière en tant que religion constituée. Est-ce qu'il ne faut pas penser aussi au fait que le Hunan, c'est une région quand même montagneuse, certainement très à l'écart des grands courants qui ont pu circuler en Chine? Je ne sais pas, c'est une question que je me pose parce que je pense qu'effectivement, ça n'a pas été certainement colonisé de la même façon que d'autres régions. Merci pour cette présentation.
Moi, j'avais une question qui pourra peut-être paraître étrange. Est-ce qu'il y a dans les représentations plus contemporaines de ces statues, de cette statuaire, des personnages historiques qui ont été divinisés? Et est-ce que, par exemple, on a une statuette de Mao? Merci donc pour le relief montagneux. En réalité, vous avez à la fois raison et pas. C'est-à-dire que cette région donc, du Hunan, donc du centre du Hunan, a été colonisée entre guillemets par les Chinois très tardivement. Très tardivement, c'est quand même 11e siècle. Hein. Bon, donc voilà, on a quand même une marge de temps, si j'ose dire. Mais le relief n'est pas si montagneux que ça dans cet endroit-là, en particulier dans le centre. Et c'est quand même, bon, bien sûr, mais c'est des petits reliefs, et d'ailleurs très fertiles. Donc il y a, a priori, si vous voulez, il n'y a pas de fermeture particulière par rapport à l'extérieur. Et bah, je ne sais pas, je vous ai peut-être, on ne s'en rend pas bien compte, mais quand je vous ai montré la carte tout à l'heure, c'est quand même, peut-être, on est à peu près l'équivalent pour cette région de 4 départements français. Hein. Je veux dire, c'est voilà, c'est grand. Hein. Donc voilà. Donc, ici, cette région-là au centre, c'est vraiment quelque chose qui est assez. Voilà, c'est à peu près 4 départements français. Donc, et c'est pas enserré dans des hautes chaînes de montagnes en particulier. D'autant plus qu'ici, vous avez un fleuve très connu qui descend, donc qui passe par Changsha, et qui était en fait un fleuve de communication entre le nord et le sud pour aller dans le Fujian, et donc dans le grand sud, si j'ose dire. Mais il y avait aussi un autre fleuve aussi qui permettait de passer donc de ce fleuve un peu axial, hein, si j'ose dire, qui permettait de rentrer à l'intérieur de cette région. Donc ça reste quand même, voilà. J'ai pas d'explication, si vous voulez, topographique ou géographique pour expliquer l'espèce d'unicité ou de caractéristique de cette région. Pour la deuxième question donc, de Stéphane, donc, que je remercie, effectivement, nous avons une représentation de Mao Zedong, mais nous n'en avons qu'une seule. Mais c'est très intéressant, là, dommage, j'aurais dû l'apporter. Il est représenté, c'est très intéressant, avec un livre dans la main. Et vous vous souvenez ce que j'ai dit sur les gens qui ont un livre dans la main, c'est donc Lupan, donc c'est le dieu des charpentiers, ou des menuisiers, si vous voulez. Et donc, on m'a fait l'exégèse de cette statue en disant, oui, voilà, c'est une statue de Mao Zedong avec le petit livre rouge dans la main. Elle est, si j'ai bonne mémoire, aux alentours de... Elle est après la mort de Mao Zedong, donc elle est aux alentours de 80, je crois. Enfin, je ne me souviens plus, là, je ne l'ai plus en tête, mais peut-être pas, peut-être même avant la mort de Mao Zedong, je me demande si c'est pas entre 70 et 80. Voilà. Oui. Et je voulais revenir aussi sur l'iconographie de Guanyin avec un enfant. Je ne sais pas si ça peut être une piste, mais c'est quelque chose qu'on voit aussi dans la céramique de Deroy, dans le Fujian, alors, et qui a eu aussi son succès en Europe comme sous le nom de blanc de Chine, parce que justement ça pouvait s'assimiler à une iconographie pour le coup occidentale de la mère à l'enfant. Donc je ne sais pas si... Oui, vous avez absolument raison, puisqu'on a il y a eu une sorte de jeu autour de Guanyin à l'enfant, avec Marie et l'enfant. Et ça, on le sait très bien, parce que les missionnaires se servaient de cette représentation pour faire admettre à leurs ouailles chinoises, disant, vous voyez, notre Marie, c'est comme vous, votre Guanyin. Hein, elle vous protège et vous apporte des enfants. Donc c'est la même chose. Et donc, il y a une iconographie. J'ai eu l'impression qu'effectivement, sur les vases, on le voit, mais il y a aussi apparemment une sorte de campagne missionnaire assez importante qui, probablement, oui, ont fait qu'à un moment donné, il y a eu une sorte de mixte, de combinaison de Marie à l'enfant et de Guanyin qui apporte des enfants. Oui, je crois, oui. Et au Japon, oui, et au Japon, bien sûr, puisque notre collègue travaille beaucoup sur
les chrétiens, donc les crypto-chrétiens, comme il dit, donc au Japon. Et effectivement, on a cette représentation, mais je ne sais pas si on l'a assimilé à Kuan Yin. Si oui, donc on l'a assimilé aussi à Kuan Yin aussi. Donc les missionnaires donc, sont servis de cette représentation de Kuan Yin donc, au Japon pour faire passer le message de Marie à l'enfant, de certaine manière. Marie avec Jésus. Oui, oui, absolument. C'est qu'en bois. Et effectivement, c'était une question intéressante parce que pour creuser, donc faire un trou, donc comme vous avez compris, qu'on le met dans le dos, et donc il faut que ce soit une matière assez souple qui puisse être creusée. Donc en général, on n'a pas la même chose, par exemple pour les statues en pierre ou en bois très dur ou en fonte, on les a pas. Oui, c'est du bois. Oui. Merci.